Les spécialistes, qu'est-ce qu'ils analysent? Les spécialistes, le graphisme, ils analysent la manière d'écrire les alphabets, l'espace entre les phrases, l'espace entre les lignes. Donc, et chaque chose, chaque type d'écriture donne une idée sur votre personnalité. Si vous écrivez par exemple en capital, en majuscule, c'est-à-dire qu'il y a une certaine clarté au niveau de votre personnalité. Si vous écrivez par exemple en petite minuscule, très petit, c'est-à-dire que vous êtes caché, c'est-à-dire vous cachez l'information, vous êtes un peu timide. Si vous écrivez par exemple aligné à gauche ou bien aligné à droite, c'est-à-dire que vous êtes pressé, c'est-à-dire si vous, et ainsi de suite. Donc il y a une certaine pression au niveau de votre personnalité. Donc c'est l'analyse de la graphologie. Et parfois même au niveau des entretiens, donc il analyse votre présence, votre apparence physique, votre manière de s'habiller, c'est-à-dire selon les couleurs, selon le choix de vos vêtements, on donne une certaine idée sur votre personnalité. La chevelure, c'est-à-dire les cheveux, c'est-à-dire comment vous présentez votre chevelure, les cheveux, donc ça donne une idée sur votre personnalité. Ça donne une idée sur votre personnalité. Vous allez voir même ce qui est euh, donne aussi même à l'extérieur même de l'entreprise, à l'extérieur même des entretiens. Parfois, on voit les personnes selon leurs habits, donc on aura une idée. On voit par exemple quelqu'un qui est bien habillé avec un certain costume, c'est-à-dire on dit qu'il est ponctuel, il est sérieux, travailleur, d'autres avec un certain jean, avec un certain couleur, donc on dit que ce sont des personnes, je dirais, je m'en foutiste, c'est-à-dire ils s'en foutent de tout, etc., etc. Mais parfois, c'est pas la réalité. Mais parfois, c'est pas la réalité. C'est pour cette raison, la notion de la graphologie est au centre d'un débat. Au centre d'un débat. On voit par exemple au niveau de certains métiers que le travail, métier scientifique par exemple, on voit que les professeurs sont habillés à un certain jean, un certain spadri, un certain alors que d'autres qui travaillent au niveau de l'entreprise sont parfois avec un certain cravate, costume, etc., etc. Donc, on aura une idée. Donc, et ceci est traité au niveau des entretiens. Au niveau des entretiens. Parfois, les membres du jury, donc, ils sanctionnent, si vous voulez, par des notes, les personnes qui ne respectent pas. C'est-à-dire qui croient que, voilà, venir avec un certain spadri au niveau d'un entretien, donc c'est mal vu. Les membres du jury considèrent que ce geste-là est une sous-estimation de leur présence. Et ainsi, ils sanctionnent les candidats. Le CV, pardon? Oui. Donc, le CV ou bien le curriculum vitae, c'est un document qui permet de prendre contact avec l'employeur en lui fournissant des renseignements sur les candidats en vue d'un emploi. Donc le CV, donc tout le monde, donc je pense que vous avez même vu le CV dans la communication, dans les sciences de communication personnelle ou bien professionnelle. Le CV on doit avoir, c'est un moyen qui permet de faire un certain sélection de candidats. Sa contenu, il contient des informations sur le candidat à partir d'une photo, ou même les diplômes obtenus au début, les compétences, les diplômes en préparation et passe-temps, en passant par l'expérience professionnelle. L'expérience professionnelle. Donc, il faut valoriser le CV. Le contenu du CV donne une certaine idée sur le candidat qui permettent de le convoquer ou non. Le convoquer ou non. Il faut donner plus d'importance à votre CV. Il faut donner plus d'importance à votre CV. C'est la préparation d'un CV qui donne une idée sur les compétences réelles d'un candidat à partir de les diplômes obtenus et après diplôme obtenu juste on mit les compétences. C'est-à-dire les compétences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on les compétences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on maîtrise, quels sont les domaines que nous maîtrisons. Et après on passe à
les diplômes en préparation. Les diplômes en préparation. Toujours, on doit mettre ce qui est demandé, on valorise les compétences qu'on a en relation avec l'entreprise, avec le poste à pourvoir. Si par exemple un poste au niveau commercial, je vais mettre les compétences marketing, domaine de compétences marketing, opérationnel, stratégique, etc. Action commerciale, vente, pour tirer l'attention de l'employeur, pour tirer l'attention de l'employeur. Et après, on passe à tout ce qui est expérience professionnelle, c'est-à-dire les stages, c'est-à-dire non, toute activité, il faut professionnelle, donc il faut la mettre au niveau de notre CV. Un autre même permis de conduire est considéré comme un diplôme, surtout par exemple au niveau de certains métiers comme tout ce qui est commercial. Les passe-temps. Les passe-temps, parfois, on néglige les passe-temps. Les passe-temps, ça montre les hobbies ou bien les passe-temps, c'est-à-dire voilà, voyage, lecture, sport, quel type de sport, ça donne une idée sur votre personnalité. Si on met par exemple le jeu en équipe, c'est-à-dire non, c'est le travail en équipe, par exemple football, basketball, handball, etc. Si je mets la chasse ou bien la pêche, c'est-à-dire que j'aime travailler, il y a de la patience, c'est-à-dire qu'il y a de la patience, c'est-à-dire la même chose au niveau de jeux d'échiquier, par exemple Strange, jeu d'échiquier, donc ça donne une idée sur la patience, c'est-à-dire que parmi les caractéristiques de ma personnalité est la patience. D'autres, c'est tout ce qui est télévision, cinéma, etc. Ça donne un certain épanouissement de la personnalité. La lecture et quel type de lecture, etc. Donc tout ceci à valoriser au niveau de votre CV. Et ce sont des éléments qui sont appréciés par le comité, de sélection. Le comité de sélection donne plus d'importance à ces éléments-là. La correspondance. Vous voyez, s'il vous plaît? Non, Vous me monsieur. suivez? Oui. Non, Non, monsieur. monsieur. Diapo 40. Vous l'avez déjà? Non, 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 monsieur. La correspondance ou bien ce qu'on appelle murasalat. La correspondance est un document écrit sous forme de lettres non servant lien entre le candidat et l'employeur. Il peut s'agir toujours d'une lettre, l'accompagnement de CV, rappel où le premier envoyeur demeurer sans réponse, de remerciement à la suite d'une entrevue, de réponse de l'employeur. Ce sont des types qui sont utilisés au niveau de recrutement. Donc toujours au niveau de donc il y a un problème au niveau de réseau, mais on essaye un peu parce que je suis dans un emplacement où il y a moins de réseau, donc le réseau est faible, donc c'est pour cette raison parfois vous ne voyez pas, vous m'entendez pas. Ok, le contenu de modèle aux lettres d'accompagnement, donc ce sont des écrits selon une structure logique avec des sections bien précises donc, qui permettent d'adapter cette lettre ou bien cette lettre par exemple à l'objet de soit une lettre d'accompagnement ou bien une lettre de remerciement ou bien une lettre de réponse à un certain employeur. Parfois, au niveau de sélection, aujourd'hui, parfois, il utilise le téléphone. Le téléphone, c'est comme un outil de recrutement. Pourquoi? C'est comme un oral. C'est comme un oral. Qu'est-ce qu'il souhaite avoir par les appels téléphoniques? C'est, premièrement, c'est moins coûteux qu'un oral en présentiel. Ils permettent l'improvisation. Qu'est-ce que ça veut dire l'improvisation? L'improvisation, c'est-à-dire que vous ne préparez pas. Et tout ce que vous allez le dire juste au niveau de téléphone. Si on vous convoque par exemple un certain oral, vous allez se préparer.
Vous allez se préparer même, développer les compétences donc que vous ne l'avez pas réellement. Mais au niveau de l'entretien, vous allez dire tout ce que vous savez, votre personnalité directe, il vous appelle monsieur, oui, vous avez postulé pour tel poste au niveau de l'entreprise X, Y, oui, voilà, voilà, on va vous poser des questions. Ça, et à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit où vous êtes, donc là, il note. Il note. Donc, il permet d'avoir la réalité de candidat, il permet d'avoir les compétences réelles sans préparation, sans rien. C'est l'improvisation par les appels téléphoniques. Ça se fait aussi même au niveau des, entre parenthèses, dans certaines enquêtes commerciales, il utilise le téléphone. Monsieur, vous avez acheté tel produit, quelle est votre appréciation sur la couleur, sur le prix, et ce sont des techniques d'enquête qui permettent d'avoir de l'information. La fiche de contrôle, c'est un élément qui est utilisé soit par le candidat, soit même par l'entreprise. Si vous êtes un candidat à un certain examen, à un certain concours, vous faites une fiche de contrôle qui permet de noter tous les contacts effectués. Et la même chose au niveau de l'entreprise, donc ils mettent ce qu'on appelle une liste de candidatures. Voilà une base de données qui présente tous les étudiants, les candidats qui sont venus et les candidats qui sont absentés au niveau d'un certain entretien. Formuler une demande d'emploi. C'est un document de base pour le recrutement permettant à l'organisation de réunir certains renseignements essentiels, nécessaires et uniformes chez toute personne désirant poser sa candidature à un poste. Un formulaire qui est réalisé par l'entreprise et qui permet d'avoir les caractéristiques de chacun. Formulaire, une fiche d'emploi, donc où on note, on met tout l'ensemble, des informations sur les candidats. La décision d'embauche ou d'intégration. Quand est-ce que la décision d'embauche? Donc, vous m'entendez? Vous me suivez? Oui, monsieur. Ok. Oui, monsieur. Ok, la décision d'embauche. Donc, au niveau de, merci bien. Donc, au niveau de la sélection. Donc, on met l'examen parfois écrit. On met, par exemple, on fait un certain analyse de CV, analyse de CV. On fait l'entretien. Donc, on a les candidats selon une certaine formule. Soit, parfois, on se base seulement sur l'oral, c'est-à-dire l'entretien. C'est-à-dire les membres du jury, ils donnent des notes sur le candidat, sur plusieurs aspects professionnels, aspects personnalité, aspects académiques, connaissances scientifiques, etc. Et on aura une certaine moyenne. Moyenne qui va être ajoutée au moyen, par exemple, dossier. Dans certains cas, certains membres du jury, ils ne donnent pas d'importance à l'examen écrit. Ils donnent, par exemple, un examen professionnel. C'est-à-dire qui plus important que plusieurs tests. Et ainsi, l'essentiel, c'est qu'on a une moyenne. Donc, vu tout ce qui était demandé, par les responsables, vu tout ce qui était demandé par les responsables, donc il y a un certain tri des candidats selon le mérite, par ordre de mérite. Voilà le premier, le deuxième, le troisième. Et voilà les personnes. Si une certaine personne, donc si nous demandons par exemple 5 personnes, donc voilà les 5 premiers. Et une liste d'attente parfois, c'est-à-dire si quelqu'un qui s'est absenté ou bien qui ne veut pas travailler par exemple au niveau de notre entreprise, on va revenir à la liste d'attente, à la liste d'attente. Donc, et ce sont des techniques qui sont considérées administratives, sont des techniques administratives, normalement, donc, qui sont pratiques au niveau des entreprises. Et même au niveau de la décision d'embauche, au niveau des entreprises publiques et même au niveau des administrations publiques. C'est le même traitement. Sauf que au niveau public, on a une idée sur le salaire, on a une idée sur les conditions de travail, on a une idée sur les échelons et les échelles.
Pas le cas au niveau des entreprises privées, c'est la négociation. Donc on négocie le salaire, on négocie les conditions même de travail après. On a une idée, on n'a pas des idées précises non, sur sur le poste. C'est pas comme au niveau public. Si vous postulez pour un concours d'enseignement, vous avez des informations sur un enseignant, qu'est-ce qu'il reçoit, les grades, etc., etc. Les lieux de travail, même au niveau régional, au niveau local, la même chose, même au niveau, parfois, au niveau de certaines entreprises publiques. On a une idée non, sur le poste, on a une idée non, sur le salaire. C'est pas comme le privé. Le privé, c'est la négociation. On négocie le salaire, on négocie les avantages, etc., etc. Donc, et au niveau de la décision d'embauche, donc le responsable de ressources humaines, il présente les résultats au niveau de l'administration générale, au niveau de PDG, parce que c'est lui qui va, donc au niveau de certaines commissions, celui qui va décider, voilà la personne donc, qui est apte à travailler, voilà la personne qui peut faire non, les tâches, telle ou telle chose. Et donc, et après, donc, il y a la décision prise non, pour se traduire par une lettre d'engagement. La lettre d'engagement, c'est une lettre envoyée surtout au niveau public par l'administration publique qui va être signée par le candidat qui donne une idée sur son engagement au niveau de l'administration ou bien au niveau du lieu de travail. Pour tout ce qui est privé, c'est le contrat. Le contrat entre l'employeur et l'employé, signé, légalisé en deux copies. Une copie que vous allez garder et une copie qui sera donnée aux responsables ressources humaines. Et la date de commencement sur laquelle se basent les déclarations au niveau des entreprises privées et oui, une forme de déclaration, si vous voulez, l'envoi au ministère ou bien au niveau du centre, au niveau des administrations publiques, sur lesquelles se calcule la retraite, votre retraite, etc., etc., et votre ancienneté. Donc, les choses, ils se basent sur soit la lettre d'engagement, soit la signature de contrat, l'iltihaq, ce qu'on appelle l'iltihaq. L'accueil et l'intégration. L'accueil et l'intégration au niveau de chaque société, vous allez voir qu'une fois vous êtes placé, par exemple, au niveau d'une entreprise, quelqu'un permettra de vous accueillir. Donc, faire l'accueil, s'il vous plaît, donc faire l'accueil. L'accueil, c'est-à-dire que, s'il vous plaît, donc il y a de bruit, si vous pouvez désactiver vos micros, s'il vous plaît. Donc, l'accueil au niveau de l'entreprise ou bien au niveau de l'administration. Vous allez voir donc, que le chef de service vous accueille pour vous montrer votre travail, votre poste. Votre travail et votre poste, votre subalterne et votre personne inférieure, c'est-à-dire votre supérieur et votre subalterne, à qui vous allez demander de l'information et à qui vous allez recevoir de l'information au niveau de votre poste. Parfois, ils vous montrent, par exemple, voilà les issues, voilà la cafétéria, voilà le lieu de travail, voilà les unes, voilà, etc. Voilà les collègues, l'équipe où vous allez travailler. Donc, c'est le rôle de l'accueil. Au niveau de recrutement, donc on a des contraintes. Donc, il y a des contraintes internes et il y a des contraintes externes. Veuillez voir, par exemple, s'il vous plaît, le diapo numéro 44. Oui, monsieur. Les contraintes externes, politique de l'organisation. Politique de l'organisation, c'est une contrainte externe. C'est un mot qui fixe à l'entreprise les directives au niveau de recrutement. Les plans de ressources humaines. Les plans de ressources humaines aussi, ça fait partie de la politique de l'organisation. Ça fait partie de la politique de l'organisation. Et ça permet de donner une idée sur tout ce qui se passe au niveau de l'organisation en termes de planification, en termes de directives, en termes de nombre, en termes de postes à pourvoir.
Et lorsqu'on dit un plan des ressources humaines, il est pratiqué par les responsables de ressources humaines, par l'administration. Troisième chose, c'est l'habitude de l'agent de recrutement qui recrute de la même manière. Donc ça, c'est une autre contrainte. C'est-à-dire, si on fait des écrits, on va rester toujours lié à l'écrit. C'est rester fidèle, hein, c'est rester fidèle à la manière de recruter. Les conditions de l'environnement externe obligent l'entreprise à procéder au recrutement de telle ou telle compétence. C'est-à-dire que l'environnement, par exemple les changements climatiques, ont donné importance au tout ce qui est technicien qui traite la question de la pollution, des ingénieurs ayant certaines spécialités de l'énergie propre, etc. C'est-à-dire les conditions d'environnement. Parfois, ils poussent l'entreprise à choisir telle ou telle compétence. Et l'exigence de poste elle-même incite l'entreprise à choisir les candidats convenables. C'est-à-dire que le poste est une contrainte, même si parfois, donc c'est une contrainte d'origine interne qui influence ce qui est externe au niveau de recrutement. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un technicien, d'un technicien spécialisé X. Donc ce technicien spécialisé X, donc on doit le choisir parmi les candidats X. Qu'est-ce qui se passe au niveau des contraintes internes, locaux, c'est-à-dire dans les publications, les annonces, le recours aux spécialistes extérieurs, c'est une autre contrainte au niveau de recrutement interne qui oblige l'entreprise à dépenser, à réserver un budget pour l'ensemble des étapes de recrutement. La gestion, parce que la gestion est une contrainte. Il faut gérer dans tout ce qui se passe à l'intérieur, gérer l'écrit, gérer l'oral, gérer les tests, gérer les préparations, publicité, etc. Tout ceci, gérer les réunions, de décision. Voilà, ce sont des contraintes internes. La technologie utilisée au niveau de l'entreprise, la technologie utilisée au niveau de l'entreprise est une contrainte interne qui oblige l'entreprise à choisir tel ou tel candidat. Parce qu'il y a un déphasage, si vous voulez, il y a une différence entre ce qui est formation externe, c'est-à-dire le diplôme ou bien les compétences véhiculées par un diplôme de candidat, et le poste de travail. Et au niveau du poste de travail, donc il y a certaines exigences, certaines entreprises, donc ils utilisent une certaine technologie qui est très sophistiquée, qui n'est pas encore vue au niveau des centres de formation ou bien au niveau des ISTIA ou bien des ITIA, etc. Ce qui fait que cette technologie est considérée comme contrainte. Autre contrainte, habitude de recruter toujours de la même façon, donc aussi on peut la considérer comme une contrainte interne ou même parfois externe, c'est-à-dire si on reste toujours fidèle à la manière de recruter. Recours au programme d'action pour établir l'égalité dans l'emploi, c'est notre contrainte. Pourquoi programme d'action? Parfois, les ministères, donc, ils obligent un certain quota pour les handicapés, maintenant la parité entre hommes et femmes est considérée comme une contrainte. Il faut la respecter. C'est-à-dire, si on recrute dans 5 hommes, donc avec H minuscule, on doit recruter 5 femmes. Et ainsi de suite. Donc cette parité, donc il est lié, l'égalité dans l'emploi, c'est-à-dire il est lié à, est considéré comme une contrainte. Donc il faut la respecter. La mise en place d'un certain programme de développement peut être non comme un investissement de l'entreprise, et ce qui exige un effort immédiat dans le résultat futur qui peut être mesuré en termes de, premièrement, l'importance du recrutement est mesurée par la productivité. Pourquoi on recrute? Parce qu'on doit avoir une augmentation de la productivité, on doit créer de la richesse, c'est-à-dire la personne qui travaille au niveau de l'entreprise, donc il doit apporter un plus pour l'entreprise, il doit apporter une valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'il reçoit un certain salaire. Deuxième chose, climat social, la détérioration du climat social, c'est-à-dire qu'on recrute quelqu'un
il doit avoir non, les bonnes conditions de travail pour ne pas avoir certains grèves. Et lorsqu'on dit grève, lorsqu'on dit grève, on a une détérioration du climat social. Ce que les patrons ne souhaitent pas. Parce que la grève, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrêter la productivité, il va arrêter la production. Et la diminution du coût. C'est-à-dire qu'au niveau de l'entreprise, lorsqu'on recrute quelqu'un, on aimerait bien avoir une valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée qui est lisiblement calculé par la diminution des coûts, ce que vous avez vu au niveau de la comptabilité analytique. L'accroissement de la stabilité de personnel, c'est-à-dire une fois je suis recruté au niveau d'une entreprise, j'aime rester au niveau de l'entreprise parce que cette ancienneté, qu'est-ce qu'il permet? Il permet une augmentation. Il permet cette stabilité, il permet une augmentation de la productivité, une augmentation de l'expérience. Et cette expérience pour l'entreprise, c'est un capital. Et cette entreprise ne peut pas, si vous voulez, lorsqu'on forme un capital, donc on aimerait bien, de même au niveau de l'entreprise, en bénéficier, pas le laisser partir pour une autre entreprise. Et là, il est considéré comme une contrainte. L'amélioration de la flexibilité humaine de l'organisation, c'est-à-dire, voilà une certaine flexibilité au niveau des postes, au niveau interne, au niveau interfilial. Donc, ce qui est le programme de développement essaie de réaliser. Un plan de développement des ressources humaines comporte deux phases. Mise en œuvre d'un programme d'appréciation des collaborateurs, c'est-à-dire comment développer les compétences, comment développer les grades et la promotion. Élaborer d'un plan de développement des carrières dans des populations cadres et non cadres. Pas seulement les personnes qui travaillent au niveau de l'administration, mais aussi les personnes qui travaillent, mais aussi les personnes non cadres qui travaillent au niveau de l'usine, c'est-à-dire pas seulement les techniciens, mais aussi, pas seulement les cadres de l'administration, mais aussi les techniciens, les ingénieurs donc, qui travaillent manuellement au niveau de l'usine. Et on dit un plan de carrière. Donc, l'appréciation de la carrière. La carrière est ce que tout le monde souhaite au niveau de l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire la carrière? La carrière, non, c'est un développement qui est lié au salaire, c'est-à-dire le développement de salaire, le développement des avantages, la responsabilité. Donc il y a la responsabilité, il y a les avantages, c'est-à-dire le salaire et la promotion interne. C'est la notion de carrière. La mise en œuvre d'une gestion prévisionnelle des personnels suppose l'existence d'un système d'appréciation permettant de réunir les informations nécessaires pour construire les différents programmes, promotion, rémunération et formation. Donc, on reçoit des formations, on aura de postes de responsabilité, et lorsqu'on aura des postes de responsabilité, on aura des augmentations de salaire. Donc, ceci constitue les trois éléments qui permettent de développer une carrière. Vous l'entendez parfois, quelqu'un qui a une belle carrière dans le secteur banquier, quelqu'un qui a une belle carrière dans le secteur X ou Y. Donc, ce sont des éléments qui permettent d'avoir la notion de carrière. Et au niveau de cette carrière, donc toujours donc on a la notion d'évaluation. Toujours on aura la notion d'évaluation. L'évaluation, c'est une prise de décision, augmentation de salaire, mutation de personnel, promotion et au stage. Donc toujours donc on fait une certaine évaluation au fur et à mesure. Évaluation de formation, évaluation contrôle, contrôle de la qualité de la sélection, d'embauche et différents programmes de formation réalisés dans l'entreprise. Donc l'évaluation accompagne tout ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise en termes de carrière, en termes de développement de carrière. Et au niveau de l'évaluation, donc on a à l'intérieur, pour qu'on puisse développer la notion de carrière, donc on a cette évaluation de compétences. La périodicité de l'évaluation, est-ce qu'on va faire dans cette évaluation au niveau de tous les ans, ou bien chaque année, ou bien chaque 2 ans, au niveau de l'individu, la personne,
l'évaluation, ça doit porter sur l'équipe ou bien sur le service. Et qui est l'évaluateur? L'évaluateur, celui qui fait l'évaluation, est-ce l'évaluateur direct, c'est-à-dire le chef, ou bien un évaluateur externe, ou bien un évaluateur externe? Le contenu, qu'est-ce qu'il évalue? Il évalue la personne. Est-ce qu'il évalue les actes? Et est-ce qu'il évalue les résultats? Et par quelle forme? Est-ce une forme par questionnaire ou bien par entretien? Donc, ce sont des questions qui ont relation avec l'évaluation de rendement à l'intérieur de l'entreprise. Donc, soit on teste, soit on évalue les traits de personnalité, ce qu'il est, c'est-à-dire de la personne, est-ce qu'il est ponctuel, est-ce qu'il a l'esprit de collaboration, est-ce qu'il a l'initiative, est-ce qu'il a le jugement, est-ce qu'il a un leadership, c'est-à-dire il peut gérer, il peut conduire une équipe. La créativité, est-ce qu'on peut évaluer le comportement, c'est-à-dire comment il fait ce qu'il fait, c'est-à-dire comment il fait ce qu'il fait, c'est-à-dire les actes. Mais comment il fait la chose, la manière de travailler, la précision, la qualité au niveau de travail. Ou bien l'évaluation des objectifs. L'évaluation des objectifs, on fixe des objectifs aux employés. À la fin de l'année, on mesure l'écart entre les résultats et entre les résultats fixés, c'est-à-dire les objectifs au début et les objectifs qu'est-ce qu'on a réalisé, c'est-à-dire les résultats. Donc, on évalue la personne, on évalue l'acte et les gestes et on évalue les résultats pour développer une belle carrière. Les méthodes d'évaluation, donc les méthodes des échelles graphiques, donc sous forme de formulaire, l'évaluation par mise en rang, c'est-à-dire un certain classement, et l'évaluation par choix forcé. Ce sont trois éléments qui sont utilisés au niveau de l'évaluation. Les plus connus, c'est-à-dire les formes les plus connues. C'est-à-dire un formulaire utilisé comporte toutes les listes du candidat concernant les traits de personnel et le comportement de l'employé. Le supérieur évalue l'employé à partir de cette liste en indiquant sur une échelle graduée, généralement par des qualificatifs. C'est-à-dire le meilleur, le moins meilleur, c'est échelle graphique, le meilleur, le moins meilleur, on dit par exemple, on note de 1 jusqu'à 5. 1, c'est le plus faible et 5, c'est le plus performant au niveau d'un geste, ou bien au niveau d'une activité. On a une activité, par exemple, le résultat, le coefficient en façon des personnes. Voilà le meilleur au niveau d'une équipe, par exemple, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, c'est-à-dire mise en rang. Donc on trie. C'est comme la mise en rang, c'est comme un tri. Et l'évaluation par choix forcé, c'est-à-dire dans un formulaire, les informations sont inscrites et l'évaluateur est obligé de choisir celle qui se rapproche le plus à la description de l'employé. C'est-à-dire, voilà les caractéristiques des activités de l'employé. Voilà ce qu'il a fait. Donc, il se rapproche d'une certaine affirmation. Est-ce qu'il est bonne, meilleure, moyenne? Donc, il se rapproche d'une certaine affirmation. Et on classe les candidats au niveau d'une entreprise, au niveau de leur carrière, selon ces techniques-là, selon ces trois techniques. Vous voyez la diapo? Vous voyez oui, monsieur. Ok. Oui, monsieur. Donc, on parle d'évaluation sanction et on parle d'évaluation bilan. Au début, l'évaluation était une évaluation sanction, c'est-à-dire on fait l'évaluation pour sanctionner. Maintenant, on fait un bilan. On fait un bilan. Et au niveau d'un bilan, donc, on a des actions sur les attitudes et les compétences, des actions sur l'organisation au travail et des actions sur l'effort. Actions sur l'attitude et les compétences individuelles. Par quoi? Par la formation. Tkwin. Action sur l'organisation de travail des postes, c'est-à-dire l'organisation de travail. Et action sur l'effort à travers l'action sur les récompenses. Donc là, on parle des promotions, distinctions, augmentation de salaire, augmentation, etc. pour avoir le maximum de productivité. Et au niveau du plan de carrière, donc, qu'est-ce qu'on a? On a un niveau N, par exemple, l'échelle 9. L'échelle 9, à l'intérieur de l'échelle 9, par exemple, au niveau public, on a l'échelon 1, l'échelon 2, l'échelon 3, l'échelon 4. Une fois la personne a eu, par exemple, l'échelon 4, il passe à l'échelle 10. Et au niveau de l'échelle 10, donc il doit passer par les grades, par l'échelon 1, l'échelon 2, l'échelon 3, l'échelon 4. Une fois il passe aussi,
il aura tous ces échelons-là, il passe à l'échelon 11. Donc, c'est les plans de carrière au niveau public. Et ce sont les postes de responsabilité aussi qu'on pourrait y avoir au niveau privé. La phase d'un système de développement des carrières. Donc, il y a l'inventaire de personnel, l'évaluation hiérarchique de personnel, les décisions de la hiérarchie. Donc, soit acceptation, donc on aura une liste non pour promotion. C'est on n'accepte pas. Donc, il y a une information en candidat qui ne sont pas retenues au niveau de cette. Donc, il y a deux types de politique de promotion. Il y a la politique coup par coup et la politique organisée. La promotion organisée. La promotion coup par coup, c'est pour intervenir au niveau hiérarchique. Il ne suffit pas dans le cadre d'une gestion de personnel élaborée, c'est-à-dire coup par coup, c'est-à-dire élément par élément. Et c'est-à-dire, une fois on passe de l'échelon 9, on passe, une fois on passe par exemple l'échelon 4, on passe à l'échelon 5. Et une fois on passe à l'échelle 5, par exemple l'échelle 5, on passe à l'échelle 6, et ainsi de suite au niveau public. Au niveau de la organisé. Donc, il y a une politique, un système d'évaluation qui se fait au niveau de l'entreprise et qui permet d'organiser cette promotion interne. Donc, cette promotion, donc, il comporte 4 catégories. Donc, il y a une promotion dans la catégorie. C'est-à-dire, par exemple, au niveau de catégorie technicien, donc, on a une promotion suite à certaines qualifications, suite à certains coefficients. Il y a une promotion de catégorie. Promotion de catégorie, par exemple, de catégorie 5 de l'échelle 6 à l'échelle 9. Donc ça, c'est promotion de catégorie. Promotion de salaire, c'est-à-dire une augmentation de salaire qui n'a rien à voir avec les catégories. Et il y a une promotion collective, c'est-à-dire une promotion de l'équipe, ou bien une promotion du groupe, ils n'ont pas individuel. Donc ce sont les 4 catégories de promotion. Donc voilà, donc on a terminé par le chapitre de l'appréciation et la carrière.